Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans l'OM Talking Geneva. J'espère que vous allez bien pour cette semaine. Nous sommes là pour parler de notre club fétiche, bien sûr, l'Olympique de Marseille. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Facebook, sur la page OM Fan Club Genève, bien sûr. Vous connaissez l'adresse. Pour m'accompagner, vous les connaissez aussi, l'équipe du Talk. Salut Raph. Salut Rafi, présent comme chaque semaine. Comme chaque semaine, le pilier. Un autre pilier, Chris. Salut Chris. Salut, je crois que je suis en meilleure santé que toi, en tout cas, vu que tu parles du pif depuis tout à l'heure. Ouais. J'ai ma petite tisane à côté de moi. La tisane, on la lâche pas. Salut Ouais, Richard, attention à la comment tu tisane, vas? attention à la tisane. C'est des mots, faut pas l'utiliser dans la team OM. Hein. C'est de l'humour, bien sûr. Salut Richard. Salut. Moi aussi, un petit rhume en ce moment. T'as un petit rhume, mais je sais que j'ai un remontant pour toi, Richard. Le remontant, c'est l'invité du jour. Depuis que je t'ai annoncé l'invité qui va être avec nous ce soir, t'es fou de joie. Alors tu sais quoi, je vais te faire l'honneur, Richard, d'accueillir notre invité. On se réjouit vraiment de l'avoir et puis je vais te faire cet honneur. Vas-y Richard. Alors, ce soir, on a le grand privilège et le grand honneur d'inviter une personne qui est venue déjà l'année dernière et qui a fait l'un des beaux jours de notre talk et un des beaux débats. C'est notre Stéphane Porato national. Donc, voilà, Salut tout le monde. on est très content de l'avoir et on est tous sourires et on avait eu un long débat même après le talk ensemble et c'est pour ça que Raph me donne l'opportunité de le présenter ce soir avec plaisir. Bienvenue à toi Stéphane. Merci Richard, salut tout le monde et c'est un grand plaisir pour moi aussi. Le plaisir est partagé. J'espère que Richard il te fera un petit peu de voix pour cette émission, pour débattre avec Stéphane. En tout cas, merci encore Stéphane d'avoir accepté notre invitation. Une fois de plus, t'es le bienvenu, comme chaque saison. On est heureux de te recevoir. Alors, les amis, on va parler bien sûr de ce match nul contre Metz, 0-0. Un match, c'est pas le match de l'année. Voilà, c'est un peu moins réjouissant. On va dire que c'est pas le match de l'année. On va débriefer un petit peu ce match. On est dans une trêve internationale. On va en profiter pour prendre le temps de parler ce match. Donc, on avait sur ce match quand même 61 000 personnes encore qui étaient là un dimanche à 13h. On venait d'avoir un match d'Europa League le jeudi avec 60 000 personnes encore. Donc, deux affluences extraordinaires dans la semaine. J'ai envie de vous demander pour vous, quel a été le fait marquant de ce match? Alors, est-ce que pour vous, c'est le but refusé, un arbitrage qu'on peut en reparler qui laisse à douter, l'attitude des Messins qui était parfois nonchalante, ou cette fragilité un peu offensive, on a peiné un peu devant le but. J'ai envie de faire un petit tour de table avec vous, messieurs. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Je vais commencer avec toi, Chris. Moi, ce qui m'a marqué, c'est déjà le non-jeu des Messins. Il va falloir vraiment qu'on se méfie de ce genre d'équipe, en fait, qui nous mettent des taquets et en fait, qui nous empêchent de jouer. Je me souviens quand même aussi de l'ambiance extraordinaire dans le stade. Hein. L'équipe a été soutenue du début à la fin. Effectivement, tu as eu raison de dire ça, parce qu'en fait, on a beaucoup oublié que c'était un match à 13h. Et franchement, pour un match à 13h, il y avait une belle ambiance. Et puis, le score, j'ai envie de dire que je ne sais pas si c'est un bon, un mauvais point. C'est extrêmement difficile à juger étant donné les circonstances et puis étant donné comme qu'on s'est fait comme un peu un enchaînement de la mort là, avec tous ces matchs. Mais bon, j'ai envie de dire qu'on est toujours plutôt bien en classement. On est toujours dans le coup. Donc bon, voilà, maintenant il faut attendre la relève pour que tout le monde se repose, quoi. Pour rappel, messieurs, je l'ai pas rappelé, mais on était quand même à 11 contre 10, pratiquement une mi-temps contre le 19e ou le 18e. Richard, tu voulais réagir aussi. Cette histoire de taquer les enfants, quand même, de nombreuses périodes, notamment l'époque de Dimeco, mais aussi l'époque des équipes de Stéphane. C'est nous qui les mettions, les gifles. Dès que l'adversaire commençait un petit... C'est la Ligue 1, ça. La Ligue 1, il y a toujours des gifles qui partent. Et quand il y a des gifles qui partent, on les rend. À l'OM, on les rend. C'est l'OM. C'est l'un des emblèmes de l'OM de rendre les gifles que tu prends de Marseille. Donc, ça, c'est un non-sens de dire ils ne doivent pas mettre des taquets. Ça fait partie de la Ligue 1. Ils viennent ici pour t'empêcher de jouer. C'est toi qui dois leur mettre des taquets pour leur dire je vais passer. Tu ne vas pas pouvoir m'empêcher de passer. Voilà. Donc, ça, c'est un non-sens, les gars. Ok. Stéphane,
Toi, tu as toujours été émerveillé par cette ambiance qu'il y a au Vélodrome. Est-ce que c'est encore quelque chose qui t'a marqué sur cette semaine? Deux ambiances extraordinaires. Tu en as connu des belles ambiances. Est-ce que c'est un des faits qui t'a marqué ou tu as plus un fait de match que tu as envie de retenir? Ouais, non, non, vous l'avez bien résumé, mais c'est vrai qu'entre le match de la Lazio et ce match à 1 heure un petit peu compliqué pour les organismes et même pour les gens un dimanche, je trouve que c'est quand même assez énorme de retrouver un stade plein avec une telle ambiance. Donc ça, c'est forcément à souligner et il faut rendre le mérite à ceux qui l'ont, c'est-à-dire les supporters, tous ces gens qui soutiennent ce club d'année en année. Et on voit que ça faiblit pas, donc c'est plutôt bon signe. Mais si ça faiblit pas, c'est aussi peut-être parce que cette année, l'équipe a montré qu'elle avait une envie d'aller de l'avant, une envie de jouer. Malheureusement, il y a des matchs comme contre Metz qui, alors, j'ai entendu un petit peu de tout. Il y a même des joueurs qui se sont un petit peu plaints de l'attitude des Messins. Mais les Messins, aujourd'hui, ils sont 19e, ils jouent avec leur qualité, ils jouent avec leur cœur, ils essayent de s'en sortir. C'est pas simple pour eux. Donc, de venir au Vélodrome dans cette ambiance, venir jouer un des concurrents au podium de Ligue 1, on pouvait s'attendre à ce que Metz joue ce genre de match. Après, ce jour-là, Marseille n'a pas été en mesure de faire la différence et ça a généré ce match nul. Mais combien de fois on a vu des matchs comme ça se terminer pour 1-0 pour l'équipe visiteuse et on appelle ça un hold-up, un braquage, comme vous voulez. Et on n'a que nos yeux pour pleurer. Donc déjà, l'OM a réussi à ne pas le perdre, ce qui est bien, parce qu'il y a eu des situations qui ont été quand même très, très dangereuses et plutôt pas bien jouées par les Messins. Donc, l'un dans l'autre, ça reste un résultat qui est somme toute logique. Et je crois que si on doit retenir une chose, c'est justement que ces supporters ont été là de la première à la dernière minute et que je pense qu'ils le seront encore les prochains matchs. Et oui, remercions les supporters qui sont toujours là pour pousser l'équipe, en tout cas depuis toujours et jusqu'à, on espère, tout le temps. Raph, ton point de vue, ta réaction, s'il te plaît. Moi, honnêtement, je m'attendais à ce type de match, notamment de la part des Messins, donc je suis pas déçu parce que je savais qu'ils voilà, ils avaient cette caractéristique-là de jouer comme ça. Antonetti l'avait un peu déclaré dans ses confs de presse. Voilà, il a fait du Antonetti, quoi. Ce qui m'a le plus embêté, c'est un peu ouais, ce problème offensif qu'on a eu. Euh, et encore une fois, comme face à Moscou, en étant en supériorité numérique, on n'arrive pas à tirer profit de cette situation. Et même contre le PSG, c'était arrivé. Et ça, c'est quelque chose qui m'embête un peu parce que c'est des points que tu peux gagner plus facilement. Et ouais, c'est déjà le troisième match où tu es en supériorité numérique pendant un moment, pendant plus d'une demi-heure, et que finalement, tu arrives juste à ramener un point. Et c'est dans trois scénarios différents, mais que ce soit contre le PSG ou contre Metz, et tu es à 11 contre 10, à domicile, avec tout le stade qui pousse, et malheureusement, tu n'arrives pas à faire la différence, et ça m'embête un peu. Justement, tu penses, Raph, et Steph, j'aimerais avoir ton avis, tu penses que c'est quelque chose, au contraire, on serait resté à 11, peut-être qu'on n'aurait pas eu cette pression, peut-être que le fait d'avoir été un de plus, ça nous rajoute une pression? Alors, non, c'est pas que ça te rajoute une pression, mais il faut se mettre à la place des Messins et après, tu comprends pourquoi ça devient plus compliqué quand ils se retrouvent à 10 encore de les jouer. C'est-à-dire que les Messins, ils arrivent au Vélodrome en se disant, si on revient avec un match nul, on va être content. D'accord. Okay. Si on peut faire un hold-up, on le fera. Mais déjà, ce match nul, d'accord, ce point-là, si on peut le récupérer, on va le récupérer. Donc, on va jouer bas. On va essayer de sortir quelques rares fois et de jouer les quelques coups que l'Olympique de Marseille va nous laisser jouer. Et puis, on verra ce qu'il arrive. Dès l'instant où il se retrouve à 10, ces quelques coups qu'il voulait jouer, il les oublie. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils se regroupent tous derrière. Et là, en fait,
il te faut un coup de génie à un moment donné d'un de tes joueurs qui va créer un décalage, qui va faire le dribble, qui va faire la différence, d'accord, qui va mettre le ballon entre les lignes au moment où il faut et sur la personne qui… Un Dimitri Payet, par exemple. Tu vois, voilà. Et quand ce jour-là, ben, malheureusement, toutes les planètes ne sont pas alignées, ben, ça te donne ce genre de match. Et en plus, je te dis, à l'arrivée, tu te découvres tellement parce que tu veux absolument marquer ce but, parce que tu te dis qu'à 11 contre 10, tu dois faire la différence, machin et tout, que c'est l'équipe adverse qui se retrouve avec encore plus de situations que s'ils avaient été à 11. Tu vois? Ouais. Donc, quand tu joues à 10 contre 11 contre des équipes comme ça, c'est toujours plus compliqué. Maintenant, je pense que Marseille a plus loupé le coche contre Paris, et pour avoir vu le match en plus, tu vois, ou contre Paris, qui est une équipe qui joue, qui a l'ascendant sur le jeu, donc qui se recroqueville pas derrière et qui va laisser des espaces, que ce soit à 11, à 10, voire même à 9, ils sont capables de continuer de jouer. Je pense que l'OM a plus fait un non-match contre Paris que contre Metz. D'accord. Alors, on a parlé un peu de fébrilité offensive, j'ai envie de dire. On va parler un peu de solidité défensive maintenant, Richard. L'OM réalise un nouveau clean sheet. C'est le 6e en championnat cette saison. On est à la deuxième meilleure défense du championnat avec Rennes. Est-ce qu'on peut dire, tu penses, Richard, qu'aujourd'hui, c'est un point fort de cette équipe, cette solidité défensive? Les défenseurs que l'on a, comme Pérez, comme Saliba, bon, ben, bien sûr, cette année, ils sont venus et ils font la différence. Après, bon, vous savez que moi, j'aime moins Balerdi et Caleta-Car, mais depuis 2-3 matchs, Dougé, il a pris un petit peu de bouteille. Il commence à progresser. J'avais dit l'autre fois qu'il faut qu'il travaille. Et là, ils l'ont mis au centre. Sampaoli l'a mis au centre plusieurs fois. Et ça porte ses fruits. Donc, c'est vrai que sur la défense, on est content. Il n'y a pas grand-chose à dire pour l'instant. Et il faut que, voilà, il faut que aussi les pistons apportent apportent quelque chose aussi sur les côtés, quoi. Parce que, voilà. Mais bon, moi, je suis content de la défense. Hein. Très content. Ok. Christopher. Moi, ce que je retiens surtout de la défense, c'est les chevauchés fantastiques qu'on a encore vus sur ce match-là. Des défenseurs centraux qui étaient peut-être des fois les seuls à essayer de faire la différence. Et d'ailleurs, c'était presque un problème parce que finalement, nos milieux étaient très statiques. On a vu par exemple un Camara qui était assez emprunté. On voyait que ce n'était pas trop un match pour lui. On avait des joueurs qui ont du mal à rentrer dans le match. Et c'est vrai que c'est vraiment eux, souvent, qui ont essayé de sonner un peu la révolte et de rentrer un peu dedans, de l'effort, des fois même dans la surface. C'est très, très étonnant de voir ça. Bon, après, en défense, bon, bah voilà, ils ont, comme d'hab, hein, c'était du rattrapage. Comme l'a dit à juste titre tout à l'heure Stéphane, que voilà, on est parti tellement des fois à l'abordage que des fois ils faisaient du rattrapage un peu de last minute. Et ils l'ont plutôt bien fait sur ce match-là, même si, encore une fois, on a quand même un peu chaud, hein, vu qu'on s'est pris quand même quelques poteaux. Donc voilà, mais ouais, moi ce que je retiens vraiment, c'est surtout ces chevauchés fantastiques incroyables. C'était vraiment peut-être eux qui ont failli finalement sonner cette révolte qui aurait pu nous apporter les 3 points. Ok. Stéphane, toi, la défense, pour le moment, elle te satisfait à l'Olympique de Marseille? Il faudrait être difficile pour ne pas en être content. Quand tu sais que depuis le début de la saison, on loue le jeu de l'OM porté vers l'avant, qui crée des situations dangereuses offensivement et tout, et que tu es la deuxième meilleure défense du championnat à ce jour, tu ne peux être que content de ton système défensif. Parce que, OK, il y a les trois défenseurs, mais je pense que c'est tout un système qui défend bien. Et en plus, je pense, avec un état d'esprit, et je pense que celui aujourd'hui qui résume bien cet état d'esprit, c'est Dimitri Payet. Parce que quand tu vois l'action où il revient, où les Messins se retrouvent à 2 contre 1 et que Payet revient comme un boulet de canon et qu'il arrache ce ballon à l'attaquant messin, ça te montre toute l'implication qu'ont tous les joueurs sur le plan défensif. Et déjà là, tu as ta base. Tu vois, si tout ton groupe est prêt à faire des efforts et prêt à se consacrer à la récupération du ballon, après, tu peux travailler
sur le système offensif. C'est ce que fait Sampaoli. Il s'est certainement attaché, parce qu'on parle beaucoup du côté offensif, mais il a dû travailler énormément le côté défensif. Après, on sait ce que c'est le côté offensif. On sait qu'à un moment donné, il faut le coup de génie d'un de tes joueurs. Il faut qu'un des joueurs fasse quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Donc, on ne l'a pas eu sur ce match-là, ou à de très rares occasions, mais on l'a depuis le début de la saison, avec notamment Payet, avec Dieng, avec d'autres. Et quant à la base, je ne m'en fais pas pour Marseille, parce que je sais que les prochains matchs, ils vont se procurer des occasions et que ça ira de l'avant. Alors, merci Steph. Oui, Raph, on t'écoute. Moi, je veux juste réagir sur une info que j'ai vue passer aujourd'hui. Alors, je ne me souviens plus, je crois que c'est le Guardian ou quelque chose d'autre qui a sorti cette info, comme quoi Saliba serait vraiment super heureux à Marseille et voudrait prolonger l'aventure en cas de qualification en Ligue des Champions. Et cette info, moi, je l'ai vue et puis je me suis dit, bah, c'est une excellente nouvelle. Enfin, si on arrive à garder Saliba l'année prochaine, après, bien sûr, il faudra que Arsenal le lâche à un prix un peu plus raisonnable. Bah, ce serait excellent pour le faire continuer sa progression. Et moi, c'est vraiment une des bonnes nouvelles de la journée. Moi, j'ai pas compris pourquoi Saliba et Payet sont pas en équipe de France actuellement. Hein. J'ai pas compris. Hein. Bah, Payet, c'est parce qu'il est trop vieux. Et puis Saliba, bah, parce qu'il y a d'autres défenseurs devant lui Et il est en en défense équipe de cette fois. France. Zouma, tu trouves que Zouma, il est devant lui en ce moment? Allez, on va Bah, revenir Zouma aussi. fait une bonne. Zouma, il passe. Je sais qu'on a beaucoup tendance à défendre ceux de l'OM, mais il faut aussi se dire que Zouma fait une bonne saison avec West Ham. Enfin, West Ham est quand même troisième de première ligue. Ça. Je vais vous énerver, les gars. Je vais vous énerver. Oui, Moi, j'aime pas du tout Kipembe. Moi, je te mets c'est pas Saliba à grave. la place de Kipembe. Oui, Allez, mais on va ça, revenir rapidement. c'est parce que tu es Marseillais. Oui, On va voilà. revenir Non, aussi. ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je l'ai jamais Allez, aimé dans son jeu. Oui, mais Allez, Kipembe, il est en équipe de France depuis des années. Et puis Deschamps, tu le connais. Enfin, voilà. Moi, c'est aussi ce côté-là qui me gonfle chez lui. pragmatique. Voilà, Ouais, Kipembe, il est il ne bon le que dans bougera la pas. chanson. Kipembe, Kipembe. Allez, Chris, rapidement pour finir ce sujet. Je voulais Oui, rebondir pour sur Saliba. clôturer aussi, parce qu'une autre bonne nouvelle est en train d'arriver, c'est qu'à priori, de nouveau, notre cher Douillet réintéresse en fait les grosses écuries anglaises pour le prochain Et je vous mercato. ai dit. Donc voilà, donc là, comme il fait des bons matchs, bah, on le remarque. Et ce serait un bon coup, n'empêche, de Sampaoli finalement d'avoir réussi à le relancer, finalement, tout en ayant une défense stabilisée sans qu'on soit non plus trop en manque. Vu que bon, franchement, Saliba est quand même pas, Balerdi est quand même pas si mal. Donc voilà, Il est donc juste ça serait une dégueulasse. grosse nouvelle si on arrivait à le refourguer à Noël. Super. Alors, je vais rester avec toi, Chris, justement. On va parler un petit peu du match encore. Globalement, la composition qu'on a eue contre Metz, c'est à peu près la même que celle contre la Lazio. On a vu par contre la rentrée de Gerson et de Luis Enrique qui étaient titulaires. On va parler un peu des deux Brésiliens. Tout d'abord, Gerson, est-ce que tu penses qu'on n'est pas trop dur avec lui? C'est vrai qu'on en attend beaucoup. C'est un joueur qui a eu un gros transfert. Quel est ton point de vue aujourd'hui sur ce joueur? Alors moi, j'aimerais d'abord rappeler que techniquement, il a mis un but. Hein. Voilà, je n'ai pas compris pourquoi il était refusé. Pour moi, ça reste un des grands mystères de la Ligue 1. Non, c'est bien, parce que dommage, ça aurait pu le relancer et puis finalement lui donner un petit truc. Après, c'est toujours le problème, en fait, on a toujours eu le problème à l'OM avec les gros transferts. Ça a toujours été un souci. Hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a un gros transfert à l'OM, à chaque fois, on en a tellement attendu d'eux que des fois, ça met une pression qui est compliquée. Et je pense que Gerson, le problème, c'est qu'il a énormément de qualité, ce garçon. Le problème, c'est qu'il faut savoir où on le positionne. Et je pense que fait partie de ces joueurs, ces typiques milieux centraux brésiliens qu'on peut faire jouer un peu partout. Tu peux les jouer offensifs, tu peux jouer milieu défensif, tu peux les jouer sur les côtés, tu peux les jouer meneur de jeu. Et je pense que pour l'instant, en fait, Sampaoli se tâte. En fait. Est-ce qu'il va en faire un remplaçant de Payet? Il a des fois, tu vois qu'il hésite. Est-ce qu'il va le mettre à côté de Guendouzi en milieu défensif? Ou même sur le côté, des fois, il l'a fait. Donc, il y a beaucoup d'hésitation à ce propos. Ok, merci Chris. Avant de parler de Luis Enrique, je vais demander l'avis à Steph de Gerson. C'est un joueur que tu as un petit peu observé. Est-ce que tu as déjà un point de vue, un ressenti sur lui? Malheureusement, pour être un si gros transfert et une si grosse arrivée à Marseille, on l'a que trop peu vu.
Et du coup, je pense que son adaptation, elle en est là aussi. C'est-à-dire que si le garçon, il était arrivé et que les 10 premiers matchs de la saison, il est titulaire, peut-être que son rendement ne serait pas celui-là. Mais d'après mes souvenirs, c'est pas le cas. Il a mis du temps à jouer et puis il fait des bouts de match. De temps en temps, il le met titulaire, tu vois. Et entre-temps, il y a... C'était un joueur que vraiment Sampaoli voulait. C'est ça, c'est C'est un ça. joueur de base que vraiment. Et entre-temps, il y a d'autres joueurs qui se sont affirmés, qui se sont imposés dans cette équipe. Et aujourd'hui, je pense que Sampaoli est bien embêté pour lui trouver une place où il va pouvoir le laisser s'exprimer. Le gros problème, il est là. Peut-être que Sampaoli n'attendait pas Payet à ce niveau-là aussi, parce qu'il est vrai que depuis le début de la saison, tout le monde est un petit peu surpris quand même du niveau qu'affiche Dimitri. Donc voilà, c'est comme ça. Guendouzi, c'est la bonne pioche. Voilà, il y a plein de choses qui font qu'aujourd'hui, Gerson, il n'est pas dans les meilleures dispositions pour montrer Pour être un titulaire. son talent. Ok. Et Chris, on parle de Luis Enrique maintenant. Est-ce que tu penses que c'est un joueur aujourd'hui qu'on devrait prêter? Ça fait déjà plus d'une saison qu'il est là. Il peine. Au début, on rappelle, on savait pas vraiment où il jouait. On savait pas si ça allait être un numéro 9, un joueur de côté, de couloir. Ça a mis un peu de temps. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui est-ce qu'il est temps peut-être d'aller le prêter peut-être dans un club de Ligue 1? Alors, c'est marrant parce que le prêt de Luis Enrique, c'est un petit peu la marotte de Raph parmi nous qui proposait ça déjà il y a super longtemps, en fait, quand il était encore dans de beaux jours chez nous. Donc, c'est bien, on pourra peut-être t'entendre après Raph là-dessus aussi. Moi, ce que j'en pense, c'est que ouais, ça peut être pas mal de le prêter. Il faut aussi qu'il s'endurcisse. Il y a aussi un peu des débats qui m'ont un peu intéressé, c'est par rapport à sa musculature. C'est-à-dire, en gros, généralement, tu essaies d'avoir un peu la musculature en football de ce que tu veux occuper comme type de poste. Or, le problème, c'est-à-dire que là, il est en train de devenir un physique un peu puissant. Je me rappelle de plus en plus un peu Hulk dans les autres joueurs brésiliens, sachant qu'il a 19 ans encore, hein, donc il va encore se développer. Il faut bien se dire que pendant les 2-3 prochaines années, il va encore devenir encore plus costaud que ce qu'il est actuellement déjà. Hein. Donc, c'est simplement, je me demande ce qu'on va en faire. Le problème, c'est qu'avec le système de jeu de Sampaoli, qui est basé comme beaucoup sur la possession, avoir un joueur de profondeur qui court vite, c'est pas si intéressant que ça pour nous, finalement. On voit bien avec Dieng, finalement, qu'on ne peut pas utiliser complètement tout son potentiel à cause de cette problématique-là, justement, vu qu'on a plus un jeu basé sur des ballons qui viennent dans les pieds, quoi. Donc, ouais, je ne sais pas très bien ce qu'on va en faire de Luis Enrique. Et effectivement, à la limite, est-ce qu'il n'est pas mieux peut-être de le prêter et puis quitte après à le revendre à un bon prix parce qu'effectivement, ce type-là, je pense qu'il a beaucoup de talent, il a un vrai potentiel. Mais est-ce que son potentiel pour l'exprimer chez nous avec notre système de jeu, c'est là où pour l'instant on peut nourrir quelques doutes? Et merci à toi, Chris. Steph, je te pose la même question. Est-ce que Luis Enrique, pour toi, c'est un joueur qu'on ne devrait pas prêter pour qu'il peut-être retrouve la confiance parce que c'est un joueur qui a visiblement perdu la confiance? Ouais, moi, je suis pas trop d'accord parce que quand tu as un gamin de 19 Alors ans dis-nous seulement. qui a autant de potentiel et que tu es dans une saison où tu joues l'Europa League, que tu veux avoir des ambitions très hautes en championnat, il va te falloir un effectif. D'accord? Et si tu te sépares à la trêve de ces joueurs-là qui aujourd'hui n'est clairement pas titulaire, d'accord? Mais par contre, qui peut te faire un quart d'heure, 20 minutes et qui a le talent pour te débloquer un match, tu vois? Merci. Si tu t'en sépares à la trêve, tu revois tes ambitions un petit peu à la baisse, tu vois? Parce que tu vas le remplacer par qui? Alors, il y a Dieng qui s'est affirmé un petit peu Je peux juste intervenir, je peux juste te couper une Achard. seconde. Parce que par rapport à ce que tu dis, si tu les fais partir et que ailleurs ils explosent et qu'après ils sont bien dans le club où ils sont et ils restent là-bas, après tu les as perdus. Alors pourquoi tenter le diable? Je ne comprends pas. On a vu ces 4 passes décisives l'année dernière. Il faut continuer à travailler et l'amener à se lancer. C'est tout.
Non, non, mais après, je suis d'accord avec toi, Richard. Mais après, c'est même pas une question de passer pour des imbéciles s'il réussit ailleurs ou pas. C'est juste une question de savoir où tu veux aller et comment tu veux y aller. Aujourd'hui, on sait qu'une équipe qui joue le haut de tableau et qui en plus est engagée encore en Coupe de France parce qu'elle n'a pas commencé et en Europa League, elle a besoin d'un effectif qui soit conséquent. Eh Et oui, dans cet effectif-là, si tu veux jouer les premiers rôles, d'accord, il te faut des remplaçants, d'accord, d'un certain niveau. Et quand tu prêtes ces remplaçants-là, tu t'affaiblis. Alors exactement. C'est ce que je pense. aujourd'hui, c'est facile. Le gamin, il a 19 ans, il a tout à apprendre, d'accord? Tu le gardes dans ton effectif, tu le fais travailler au quotidien, d'accord? Tu lui fais faire des bouts de match, d'accord? Et à un moment donné, il va te rendre des services. Et petit à petit, il va gagner des minutes, il va gagner du temps de jeu, et l'avenir te dira si il est en mesure de s'imposer à Marseille ou pas. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est trop précoce que de dire on va déjà prêter Enrique. Le gamin, il n'a pas eu le temps de montrer quoi que ce soit. Ou Ok, trop peu. d'accord. Alors, bah, merci pour ton point de vue. Au moins, il est clair. Raph, toi aussi, tu avais envie de parler sur le sujet Luis Enrique. Oui, voilà, moi j'avais 3 points à développer. Le premier, c'est pour répondre à Chris sur tout ce qui est concernant la puissance physique de Luis Enrique. C'est vrai que moi je l'ai vu pas mal se développer physiquement, prendre de la masse musculaire. Et pour un joueur de couloir, un ailier comme ça, c'est pas forcément bon de prendre trop de masse musculaire parce que c'est ce que t'expliquent tous les coachs sportifs. En fait, quand tu fais trop de muscu, eh ben, tes muscles sont beaucoup plus rigides et sont moins souples. Et donc, du coup, il y avait un combattant de MMA, Cyril Gane, qui expliquait ça, que eh ben, généralement, quand tu voulais de la vivacité, tout ça, tu faisais pas trop de muscu, ou du moins, tu faisais des trucs qui renforçaient ta vivacité et, ta capacité aussi à atteindre vite ton niveau de performance. Donc, par exemple, pour Luis Enrique, c'est être capable de déclencher ses appuis plus vite pour arriver plus vite à sa vitesse de pointe. Et du coup, Luis Enrique, s'il vient à trop se muscler, eh ben, il va perdre un peu ce qui était son point fort, c'est sa vitesse, puisqu'il a une très bonne vitesse. On a pu voir ça l'année dernière. Et du coup, ça va être compliqué s'il prend trop de masse. Donc pour moi, il faudrait vraiment qu'il limite un petit peu. Il a pris, c'est vrai, il est costaud, tout ça. Mais voilà, attention à ne pas l'être trop. Ensuite, pour tout ce qui est pour partir en prêt, moi, je suis pour les prêts, pour notamment des jeunes joueurs comme ça, quand tu les fais arriver dans un gros club comme peut l'être l'OM, et notamment avec la pression qu'il y a, de les envoyer en prêt. En revanche, pas à la mi-saison. Parce que je suis d'accord avec les arguments de Stéphane. Si tu l'envoies en prêt à la mi-saison, sinon, si tu le fais, c'est parce que tu as quelqu'un derrière que tu peux remplacer, enfin avec qui tu peux le remplacer. Mais sinon, ce ne sera pas productif et ça risque de laisser des sentiments d'inachevé, un peu comme Lingard à West Ham qui est parti, enfin qui était à United, qui est parti en prêt 6 mois à West Ham, ça a été super, et puis là il revient, il est complètement déçu. Moi, à mon avis, si on envoie Enrique en prêt, ce sera, faut l'envoyer cet été pour qu'il puisse jouer une saison entière. Parce qu'une demi-saison, c'est bien, mais à son âge, c'est ce qu'avait expliqué Conrad de la Fuente il y a un moment, c'est que pour lui, c'était sa première vraie saison en entier, du coup, ça pouvait être compliqué. Et bah, Luis Enrique, pour moi, il faudrait lui donner cette opportunité, mais à partir de août. Et du coup, pour ça, il faudrait quelqu'un pour le remplacer. Du coup, ça pose beaucoup de questions. Et puis de se demander aussi si ça en vaut la peine, parce que quand tu l'envoies en prêt, tu te prives du joueur une année et tu n'es pas sûr forcément que ça marche. Donc, c'est un peu compliqué sur Enrique. Avant, je voulais absolument le prêter. Là, je suis un peu plus dubitatif, parce que je me dis, est-ce que ça apporterait vraiment une réelle plus-value? Je suis un peu perplexe sur cette question de Luis Enrique. Ok, bah, merci en tout cas d'y avoir répondu. On va rester avec toi, Raph, sur un sujet, je pense que tu aimes bien, que Stéphane aime également, bien sûr, qui vit au quotidien, c'est le poste du gardien de but. On va parler de Steve Mandanda, le phénoméno. Toi, tu es gardien de but aussi, Raph, donc je sais que tu aimes beaucoup ce poste-là. Donc, Mandanda a été titulaire contre Metz dimanche. On l'avait plus vu depuis le 28 août, donc ça faisait quelques matchs quand même qu'il n'était plus là. Qu'est-ce que tu as pensé de son match, déjà, dans un premier temps? Et comment tu vois l'avenir, comment tu vois son avenir cette saison au sein Alors, de Marseille? je t'avoue, j'ai pas regardé le match en entier, mais de ce que j'ai vu, Mandanda, on a retrouvé
une part du Mandanda qu'on aime tous, hein. Moi, je l'ai trouvé assez bon. Les commentaires que j'ai pu lire étaient assez bons. Pour un match de retour aussi, moi, j'ai adoré le fait qu'il se fasse, enfin, qu'il y ait les chants à sa gloire quand il est rentré sur le terrain. Donc, c'était top. Ça, c'était bien. Je sais pas, moi j'étais un peu surpris quand même, je pense comme tout le monde, de voir Mandanda titulaire parce que on avait l'habitude de Sampaoli qui faisait toujours Paul Lopez. Et là, un peu sans aucune réelle raison, tu fais rentrer Mandanda. Et du coup, moi je suis très content pour Steve, mais ça m'embête un peu parce que je voudrais pas non plus qu'il ait de faux espoirs ou que Sampaoli l'ait titularisé pour de mauvaises raisons. De dire que dans la presse certaines presses disaient qu'il était un peu triste, de dire, bon, je vais le faire jouer 2, 3 matchs avant la fin de saison, enfin avant la trêve hivernale. Et comme ça, après, bon, ça ira mieux. Je voudrais juste pas qu'il y ait ce sentiment-là qui s'installe, parce qu'à mon avis, ce serait encore plus compliqué de le récupérer après une désillusion comme ça. Donc, sauf si après, il lui a dit, écoute, tu vas jouer contre Metz parce que le Pau Lopez est un peu fatigué. Et puis après, si tu fais un bon match, bah, les matchs de Coupe de France et pourquoi pas d'Europa League, ce sera pour toi. Si c'est comme ça, c'est très bien. Sinon, ça risque de pas être très sain et de rajouter d'autres éléments de difficulté dans le club. Ok, merci. Allez, Steph, bien sûr, on a envie d'entendre ton point de vue. Déjà, comment tu penses que la situation elle est vécue au sein des deux gardiens, quoi, et notamment au sein pour Steve Mandanda, comment il vit cette situation, comment il se dit que son avenir va être à l'OM. C'est pas une situation facile pour lui, bien sûr. Non, non, bah, il y en a un clairement qui la vit pas bien, et puis l'autre qui je pense, la vit beaucoup mieux. Mais non, Steve est dans une situation compliquée. Il perd son statut de gardien titulaire à l'OM. L'autre gardien, contre toute attente, fait des matchs qui sont pas si mal que ça. Mais sans non plus montrer une réelle différence avec ce que Steve pouvait faire, tu vois. Donc, en fait, tu as 2 très bons gardiens avec Profil un gardien, différent. Ouais. avec un gardien qui représente énormément à l'Olympique de Marseille, et c'est celui que tu as décidé de mettre un petit peu de côté. Donc, la situation pour Steve, elle est très compliquée. Ça va faire jaser toute la saison, je pense, à moins que au mercato, il se passe quelque chose parce que Steve veut encore jouer et qu'il semble que ce soit bouché un petit peu pour lui cette année à Marseille. Mais sinon, la saison va être compliquée. Il va falloir qu'il prenne son mal en patience. Et je pense qu'il aura comme ça quelques matchs par-ci, par-là, si Pau ne se blesse pas et qu'il continue de faire les matchs qu'il fait. Pour toi, il n'y a pas un gardien aujourd'hui qui est supérieur à l'autre? Tu trouves qu'ils sont plus ou moins du même niveau? C'est qu'on parle quand même de gardiens qui ont des profils assez différents, quand même. Oui, ils sont assez différents, mais en même temps, pas assez pour qu'il y ait un réel changement au départ. Tu comprends ce que je veux te dire? C'est-à-dire que effectivement, on voit que Steve est un petit peu différent de Pau, mais en termes de jeu au pied, pour moi, ça se vaut. Tu vois, en termes de présence, ça se vaut. Je vois pas énormément de différence entre les deux. Tu vois, il n'y a pas un gardien qui reste sur sa ligne et puis l'autre qui est extravagant à outrance. Tu vois, c'est plus un choix personnel de l'entraîneur que autre chose. Ok, bah alors Steph, moi je veux juste poser une question. Il y a Chris qui nous en parlait souvent ici. Je pense qu'il faut aussi relever un truc, c'est qu'il y a une différence là, tu la remarques pas sur le terrain, mais c'est l'âge. C'est aussi ça qui peut être pris en compte par le coach. Oui, mais un coach, il prend pas en compte l'âge, d'accord? Surtout à ce poste-là, quand tu sais que l'âge, d'accord, il est plus important pour ceux qui en ont le plus, d'accord? Parce que ça moi, je te t'apporte. pose juste la question pour savoir si toi, ça peut être, à ton avis, ça peut être un critère aussi. Parce que ça ça a t'apporte. été. Non, pour moi, c'est pas le critère, parce que n'importe quel coach, tu sais quoi, à un moment donné, quand tu estimes qu'un joueur il est meilleur,
qu'il ait 20 ans ou qu'il en ait 35, tu mets le meilleur. Oui, c'est Tu sûr. vois, Voilà, mais, parce que Sampaoli, il est pas. Sampaoli, tout le monde pense que par moment, il y a de la folie, machin et tout. Mais Sampaoli, il est tout sauf fou. D'accord? Et lui, ce qu'il veut, c'est réussir. D'accord? Et donc, il ne va pas se priver de Steve Mandanda si pour lui, il pense que Steve Mandanda est meilleur. S'il a mis Paolo Lopez, c'est qu'il pense, lui, alors après, on peut être d'accord ou pas, mais c'est qu'il pense que Paolo Lopez est meilleur que Steve. Alors, justement, Oui, mais juste une chose, il peut aussi se tromper. Il peut Mais, aussi bien, se tromper. mais ça c'est autre chose, Richard. okay. Ça, Alors, c'est autre chose. Mais moi, en l'occurrence, c'est Sampaoli qui est l'entraîneur et c'est pas nous. Ouais. D'accord. Alors, vas-y, Chris, pose ta question. Oui, alors il y a comme une subtilité quand même, Stéphane, je suis d'accord avec toi, mais il y a une petite subtilité, à mon avis, qui doit quand même faire travailler l'entraîneur. C'est qu'il y a une option d'achat sur Paul Lopez et l'option d'achat se joue sur le nombre de matchs disputés. Alors, je ne pense pas qu'on est encore tout à fait dans la zone de nombre de matchs disputés qui lèverait automatiquement l'option d'achat. il en faut 20. Ouais, 20. Donc, je pense qu'à un moment donné, ça va quand même travailler, parce qu'il est assez cher en plus. L'option d'achat, je ne sais plus combien elle est. Il n'est pas donné. 16,5. Ouais, voilà, il est Merci pas donné Football du tout. Manager. Moi, justement, je voulais rebondir un truc avec toi. Tu as été gardien de but professionnel, tu es aujourd'hui entraîneur des gardiens, donc tu connais très très bien ce poste. Aujourd'hui, pour toi, je veux savoir clairement, c'est important pour un gardien de savoir qu'il est titulaire. Tu vois, on ne peut pas se dire, bon, une concurrence entre deux gardiens, on voit, ça se fait, mais c'est pas quelque chose de facile pour les gardiens. Ils ont besoin de savoir vraiment clairement qu'il est titulaire numéro 1. Donc, pour toi, par exemple, Paul Lopez, il sait que dans sa tête, il est numéro 1, il ne se pose pas trop de questions, tu penses? Ou il y a une hiérarchie qui a été clairement établie, de toute façon, au fil des matchs. Toi par exemple, quand tu es arrivé à l'OM, tu as été numéro 1 bis, numéro 2, tu as pris la place d'Andrea Kopke. Voilà. Oui, non, mais parce que après, Courbis savait à l'époque qu'il voulait te faire passer numéro 1 aussi, peut-être. Non, mais après, ce que le coach pense et espère, c'est une chose. Ce qui se passe par la suite, c'est que tes performances qui peuvent lui donner raison ou pas. D'accord? Si Paolo Lopez, sur les quelques matchs qu'il a joués depuis le mois de septembre, d'accord, n'avait pas été à la hauteur des espérances de Sampaoli, crois-moi qu'il aurait rapidement remis Steve. Tu vois? Mais simplement, c'est que aux yeux de Sampaoli aujourd'hui, Paolo Lopez doit lui apporter quelque chose que visiblement Steve n'apportait pas. Alors nous, en tant qu'observateurs, aujourd'hui, on ne le voit pas clairement, d'accord, mais on ne les a pas tous les jours à l'entraînement. On ne vit pas au quotidien avec eux. Donc, tant que ça ne met pas à mal l'équipe, son fond de jeu et défensivement, je n'ai pas l'impression que ça ait embêté l'Olympique de Marseille de changer de Steve à Pau. Bah, écoute, on va lui laisser le bénéfice du doute et on va voir sur la durée parce que là, c'est encore trop tôt même pour savoir, pour donner raison ou tort à Sampaoli. Ok, vas-y, Chris. Ouais, mais Stéphane, moi j'ai une question quand même par rapport à ça. C'est est-ce que tu crois pas quand même que Paul Lopez est peut-être meilleur pour ce que recherche Sampaoli, d'avoir en fait finalement dans sa défense à 3 un quatrième défenseur, une sorte de libéraux qui monte très haut pour en fait couper certaines trajectoires et puis même d'ailleurs pouvoir faire certaines passes où on voyait que Mandanda était peut-être un peu moins à l'aise en dehors de sa surface. Écoute, moi depuis le temps que je vois jouer Steve, j'ai jamais vu Steve emmerder avec les pieds, d'accord. J'ai jamais vu Steve coller à sa ligne et ne pas en bouger. On peut quand même pas dire que Steve est ce genre de gardien. Alors, on va pas le mettre dans la catégorie des Pascal Olmeta ou ces gardiens qui jouaient très 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 haut, machin ça. Mais ce que je veux te dire, c'est que ce que fait Paolo Lopez au pied ou même dans la recherche du jeu en partant de derrière ou quoi, je ne vois pas en quoi Steve est incapable de le faire. Et il l'a démontré sur bon nombre d'années. Alors, le jeu de l'Olympique de Marseille dans ces années-là était différent. Et donc, Steve s'est adapté au jeu qu'on lui demandait. Tu vois. Mais là, c'est que je trouve que par rapport à ce qui est demandé,
on l'a vite catalogué comme un gardien qui ne pouvait pas le faire. Alors que moi, je connais Steve et je connais les pieds de Steve. Excuse-moi, il y a beaucoup de gardiens qui aimeraient avoir ces 2 pieds. Hein. Alors, j'ai une dernière question par rapport à ça, c'est qu'on sait aussi que Paul Lopez est peut-être choisi, puis une autre hypothèse, hein, parce que c'est le même entraîneur de gardien qu'il avait au Betis, et que peut-être, en fait, Sampaoli voudrait essayer de favoriser un peu ce duo et donc sa progression dans ce sens. Est-ce que toi, c'est un argument qui te parle ou toujours pas par rapport à Mandanda? Non, mais après, je te dis, Sampaoli, s'il le fait, il a ses raisons. D'accord? Que ce soit celle que tu avances ou d'autres, tu vois, il a ses raisons. Aujourd'hui, force est de constater que ça ne lui donne pas tort. Alors, on ne peut pas totalement dire que ça lui donne raison parce qu'on connaît tellement bien Steve qu'on sait que, et moi le premier, qu'aujourd'hui, je pense qu'il pourrait faire exactement pareil, si ce n'est mieux, on ne le sait pas. D'accord? Mais pour l'instant, Sampaoli, il n'a pas tort. Parce que depuis 2 mois, j'ai pas entendu de critiques à l'égard de Paul Lopez qui arrivait avec un lourd bagage sur le dos quand même. Prendre la place de Steve, quand on sait ce que ça représente, c'était pas simple pour le gamin. Et pourtant, il le fait. Et il le fait bien. Ouais. Ok, allez, on va finir le chapitre Steve avec Richard rapidement. Vas-y, Richard. Oui, moi, sur ce sujet-là, au début, j'étais un peu agacé qu'il n'y ait pas une alternance pour occasionner une concurrence saine entre les deux. Aujourd'hui, je trouve que c'est bien que ce gardien ait pu tenir son rang. Mais j'en suis plus au stade de dire Sampaoli a eu raison, il n'a pas eu raison. On n'a jamais raison de ne pas faire jouer Mandanda et il n'a pas eu tort de faire jouer ce gardien qui a montré des qualités. Et je crois qu'au-delà de ça, on aura la réponse plus tard sur ce sujet-là. Je crois qu'au-delà de ça, je crois que ces 2 gardiens ont chacun leur qualité. Ça, pour moi, c'est une certitude absolue. Ils font preuve de chacun de leurs qualités propres. Alors peut-être l'un, il est meilleur au pied, l'autre, ça va être Spider-Man, il va te sauter dans la lucarne et t'enlever la toile d'araignée. Voilà, bref. Je pense ce sont 2 bons gardiens, donc ils peuvent autant jouer l'un que l'autre. Voilà, tout simplement. Ok, merci Richard. On clôt le sujet sur les gardiens. On va parler, pour finir cette émission, de quelque chose qui nous a tous déplu, je pense. On est tous unanimes là-dessus. L'horaire de ce match, 13h un dimanche. Certains venaient de se lever, certains peut-être venaient de se coucher, je ne sais pas. En tout cas, c'était pas une horaire qui était la meilleure pour tout le monde et pour les joueurs déjà dans un premier temps. On a peut-être fait plaisir à un public asiatique. Oui, Chris, tu venais de te coucher? Moi, je tiens à justement réagir là-dessus parce que c'est du vécu. On a un petit forum, hein, vous savez, sur WhatsApp, en fait, on discute tous ensemble, tout le fan club de Genève. Et puis, moi, je me suis levé, mais la tête dans le cul. En fait, j'étais allé en soirée avec des potes jusqu'à 5-6 heures. Puis, je me réveille à midi, je dis, j'ai pas un peu plus tôt le match? Si, il a 1 heure. Quoi? Je me souviens très bien voir le début du match, mais la tête enfarinée. Non, mais c'est pas humain. La FP, il faut qu'ils fassent quelque chose, hein, parce que les fêtards, ils ont la vie dure. La LFP a peut-être veut faire plaisir à un public asiatique, je pense. Bref, toi, cet horaire, c'est pas ton truc. J'ai pas vu que Chris, il avait mis le maillot du Brésil ce soir. Afrique du Sud, j'ai pensé à Issa. Là. De l'autre côté, Chris, de l'autre côté. Avec la chevelure de Ronaldinho. Allez, on soit un petit peu au contraire de la LFP. Moi, ces matchs à 13h, pour moi, c'est une aberration totale. Alors, le principal argument qu'ils vont nous sortir, c'est oui, mais en première ligue, ils le font. Ouais, mais la première ligue, elle a. Ouais, non, mais voilà. La première ligue, ça fait des années qu'ils jouent comme ça. Ils ont des audiences à cette heure-là parce que les gens regardent à cette heure-là. Nous, on n'a pas.
Voilà. Ouais, voilà, c'est comme ça. Et nous, ils essayent un petit peu de, d'américaniser un petit peu le football avec les matchs, comme on peut voir notamment tout ce qui est fait à Thanksgiving, avec les matchs qui sont en même temps que le repas, que les gens regardent. Sauf que non, ça peut pas le faire. Alors pour des clubs qui sont financés ou qui étaient financés par des, euh, des personnes venant de ce continent, bah, très bien, ouais, tu fais jouer Nice, c'est bien. Mais voilà, Marseille, c'est bon, on a autre chose à faire que de jouer à 13h. C'est pas bon pour les supporters parce que ça nous gave. Enfin, voilà, ça te coûte toute l'après-midi. C'est pas bon pour les joueurs aussi parce que ça, on oublie très souvent de les mettre en avant. C'est souvent, c'est la politique du plus grand nombre de matchs dans un temps le plus restreint possible. Là, ouais, enfin, c'est bon, on joue un match au Vélodrome face à la Lazio jeudi soir. Et oui. Et tu en joues un autre le dimanche à 13h, tu n'as pas assez de temps de récup. Les joueurs, tu veux juste les tuer physiquement et juste te dire, bah, tiens, ça fera de l'audience parce que c'est l'OM. Ouais, enfin, au bout d'un moment, il y en a un peu ras-le-bol de tout ça. Et c'est comme à un moment, ils voulaient délocaliser, et même ça va se faire, hein, tiens, délocaliser un match Monaco-Lyon, le délocaliser en Chine. Ouais, mais ça se Mais fera pas, non. alors, moi, j'avais discuté avec des amis, avec un ami qui est supporter lyonnais. Il m'a dit, mais c'est juste pour faire, enfin, c'est plus pour nous emmerder qu'autre chose parce que Ravi, on ça fait va le du coup, déplacement. mais du coup, ça va priver les supporters monégasques bah, de recevoir Lyon. Enfin, moi, c'est une aberration. La Ligue, sous Alors, prétexte de vouloir faire de la promo un peu à l'international, se dit on va délocaliser des matchs, mais enfin pour moi, ce sera mon dernier truc, la meilleure des pubs qui puisse se faire, c'est les ambiances qu'il y avait pour le Classico, et cette ambiance, elle était où? Elle était à Marseille, un dimanche soir à 21h, et pas un dimanche après-midi à 13h. eh oui, ici c'est Marseille bébé, hein, faut pas oublier ça. Steph, euh, qu'est-ce que Ouais, ouais. c'est une horaire qui est vraiment pas. Enfin, tu as été joueur, tu vois aussi encore aujourd'hui les joueurs comment ils sont. Tu vois Non, à mais 13h, pour alors, l'organisme, il n'y a rien de moi, pire, non? non, voilà, moi, c'est surtout là où je voulais en venir. C'est que euh, c'est l'organisme pour lequel c'est compliqué. Parce que tu l'as bien vu, que ce soit à 13h, à 16h, à 20h, et tu mettrais un match à 3h du matin, je pense que le Vélodrome serait plein. Donc, le problème, il est pas là, et je pense que vous lèveriez en pleine nuit pour voir le match, comme d'autres le Oui, font ça aussi. qui sont à l'étranger, tout ça. Mais moi, ce qui me gêne plus, mais juste parce que c'est pas une habitude chez nous, c'est pour l'organisme des joueurs. Et peut-être qu'à un moment donné, si certains joueurs sur ce match-là n'ont pas eu le coup de rein décisif, n'ont pas eu la bonne perception de la passe qu'ils devaient faire, machin ou quoi, peut-être que parce que l'organisme n'était pas habitué à jouer à cette heure-là et qu'il a fallu changer tout ça, et tu ne le changes pas du début de la semaine, hein, parce que tu as joué contre la Lazio avant le soir, d'accord? Donc, tu ne peux pas t'entraîner à changer cet horaire-là. Donc, tu arrives le jour du match et tu changes simplement ta façon de faire à partir de la veille ou du matin. Et là, ça peut être compliqué. Après, il ne faut pas oublier que notre championnat aujourd'hui, si on se permet de mettre un match de Marseille à 13h pour favoriser le public chinois, c'est aussi parce que notre championnat commence à plaire aux Chinois. Et ça, on devrait aussi s'en féliciter, d'accord? Parce que ça va amener d'autres choses. Ça va amener d'autres capitaux, ça va amener encore plus d'argent dans notre championnat, et qu'il y a certaines petites concessions à faire sur ce genre de choses. Le seul problème, c'est que je pense qu'il faudrait les répéter plus régulièrement pour que les organismes s'habituent, comme c'est le cas aujourd'hui en Angleterre, et ça ne pose plus de problème parce que ça fait des années que les Anglais sont habitués à le faire. Et nous, à un moment donné, il faut commencer. Donc, on commence maintenant. Si on le continue, on dira que ça a été une bonne idée et que ça ramène tout l'argent que ça peut générer, tout ça. Si c'est un one-shot, c'est une grosse connerie.
Ok, ok, ok. Alors, allez, rapidement, messieurs, une réaction. Vous voulez réagir tous les deux, Chris, et puis après Richard, donc tu réagiras sur ce sujet. Allez, Chris, on t'écoute. Oui, moi, ce que j'ai observé, et ça va un peu dans le sens de ce qu'il disait Steph, c'est que j'ai remarqué que souvent, toutes les actions étaient un peu à contre-temps. De donner la balle, en fait, pas dans le bon timing. Les appels, en fait, c'était bizarre aussi comment ils étaient faits, comme si ils n'arrivaient pas à se trouver quand d'habitude, ils arrivent bien à le faire. Et c'est vrai que je me suis dit, plusieurs fois, je me suis dit, mais c'est bizarre, c'est vraiment comme si tu avais le métronome qui n'était pas réglé, quoi. Et plusieurs fois, je me suis dit, mais est-ce que ce serait pas justement dû comme à cet ordre un peu bizarre? Parce que normalement, ce qu'ils font, en fait, dans ces cas-là, c'est que voilà, ils se lèvent beaucoup plus tôt pour après justement faire comme si le match était le soir, hein. J'ai lancé ça un peu le truc, mais le problème, c'est comme il y avait un match jeudi soir à 21h, ça devait être méga chaud d'utiliser cette stratégie-là, quoi. Donc, je ne sais pas trop ce qui a fait Sampaoli de la préparation, mais je ne serais pas surpris non plus qu'il s'est dit, comme à un moment donné, on ne va pas non plus complètement les cramer sur ce match. Parce qu'ils j'avais joué jeudi soir, quoi. Ok, allez, Richard, à toi. Ben, je vais encore vous contredire, je m'excuse. Hein. Mais, mais Il en faut, voilà, hein. on va dire à Zidane, à Djorkaeff à l'époque, ou à Pogba, tu es en Coupe du Monde au Mexique, tu joues à 13h en plein cagnard, et non, tu vas pas. Tu es fatigué. C'est pas la bonne heure. Non, mais les gars, ou vous êtes pro, ou vous n'êtes pas pro. Tu Non, mais vois. attends, Richard. Je suis d'accord avec toi sur ce principe. Sauf que quand tu pars dans des compétitions internationales, d'accord, les horaires sont préétablis bien à l'avance, d'accord, et les sélectionneurs et les préparateurs physiques, d'accord, ont le temps de préparer les joueurs à ça. Et ils font une préparation dans le pays où ils vont jouer, machin, tout ça. Sauf que là, tu es d'accord avec moi que la Ligue annonce certainement une semaine ou 10 jours avant que l'OM l'OM va jouer à 13h et que en plus de ça, tu as des matchs avant qui se passent à des horaires différents et que tu es obligé, d'accord, de t'adapter à ça et que l'organisme, à un moment donné, que tu sois pro ou pas pro, d'accord, quand tu es habitué à bouffer à 13h, d'accord, eh ben que tu te retrouves sur le terrain à 13h. C'est la partie psychologique. Non, c'est pas psychologique, c'est physiologique. Ben oui, mais physiologique par rapport au fait qu'ils ont joué jeudi. Mais si tu n'as pas joué toute la semaine, Stéphane, je ne vais pas t'apprendre à toi que tu es prêt. S'ils n'avaient pas joué toute la semaine, peut-être que Sampaoli, il aurait pu préparer, faire des entraînements à 13h pendant 2 ou 3 jours dans la semaine, d'accord, et tu n'aurais peut-être pas vu le même match. Sauf qu'il n'a pas pu le faire. Tu comprends la différence? Bon, ok. Allez, c'est tout. Merci, messieurs. Pour finir, on aura dans 15 jours, dans 10 jours maintenant à peu près, le match contre le FC Lyon, petite dédicace à Christopher qui aime bien qu'on appelle ça comme ça. Donc FC Lyon, Olympique de Marseille, pardon, parce qu'il n'y a qu'un seul Olympique, tu le sais, Steph, hein, qu'un seul Olympique. Votre petit pronostic à chacun, messieurs. Allez, Rafi, c'est bien. Tu commences à bien dire les choses maintenant. Quand même. J'ai toujours voulu mettre un peu de diplomatie, mais bon, désolé Jean-Michel, mais c'est la vérité. C'est compliqué parce que Lyon vient de recevoir une claque par Mister Pep Genesio, qui avait pris une leçon de football par Sampaoli. Donc c'est un peu compliqué de se situer. J'ai du mal à voir ce match. Je pense qu'on va partir sur un bon petit 1 partout. Parce que voilà, je ne sais pas pourquoi, mais je sens encore le Payet fabuleux en début de match. Et puis après, ça se découpille mal. Et puis il prend un rouge ou quelqu'un d'autre. Donc je vois bien 1 partout. Ok, allez rapidement vos pronos, s'il vous plaît. Richard, s'il te plaît. Moi, je pense qu'on va leur donner une correction. 3-2. 3-2, très bien. Oui. Okay. C'est pas une correction, ça, Richard. Oui, mais je plaisante. Allez, Chris, mais c'est toujours des matchs de fou. 4-4, 3-3, c'est toujours des matchs de fou avec eux. 3-2, c'est la petite remarque en haut du prof. C'est pas une correction. C'est la petite remarque peut mieux faire. Hein. Vous n'avez pas compris mon humour, hein? Alors, il faut apprendre à me connaître. Rafi, rappelle-moi juste, il est à domicile ou il est à l'extérieur? Non, il est au Groupama Stadium. Ah oui, là-bas, quoi. Voilà. Ouais, là, je dirais 1-0 pour l'OM. 1-0. 2-1 pour Marseille.
2-1 pour Marseille. Et je vais dire la même chose que toi. C'est le cœur et la raison qui parlent. Je recopie. Stéphane, on arrive à la fin de cette émission. Comme l'année dernière, c'était vraiment un plaisir de t'avoir. Ben, un plaisir partagé. On a vécu un super moment. Tu nous as appris beaucoup de choses en tout cas. Tu nous as ouvert les yeux aussi sur pas mal de choses. Tu nous as transmis un peu ta façon de voir les choses. Et c'est important aussi d'avoir l'œil de professionnel en tout cas. Parce qu'on est tous des supporters, mais des fois on a peut-être tendance à s'emballer. Et puis d'avoir un professionnel qui nous explique certaines choses, ça nous Surtout remet peut-être moi. en place des fois. Non, mais j'aime bien discuter avec vous et j'aime bien participer à cette émission parce que vous êtes ouvert, parce que vous n'êtes pas borné dans vos idées et que même si vous pensez avoir raison, vous laissez la place à d'autres idées et ça c'est normal. le plus important. Merci. Ah bah merci Steph, et puis j'espère qu'on te reverra. Hein. La saison continue, hein. Tu peux Avec revenir quand tu plaisir. veux. Et puis plein de bonnes choses en tout cas à Châteauroux. Ouais, c'est gentil, merci beaucoup. Une bonne saison en tout cas pour toi et ton équipe. Peut-être dans quelques mois à l'OM, entraîneur des gardiens. Ça te plairait ça, Richard. Ah bah, ça nous plairait tous en tout cas. Merci à vous les gars d'avoir préparé cette émission, pardon, et merci à vous de nous suivre chaque semaine. On se dit à dans 2 semaines parce que c'est la trêve internationale. Salut, ciao, bye bye. Allez l'OM. Ciao tout le monde.